Bonjour à tous, voici le cours du chapitre P9 sur les transferts thermiques. Alors, nous allons définir tout d'abord ce qu'est un transfert thermique. Un transfert thermique, on le notera par la grande lettre Q, c'est un échange d'énergie thermique, donc de la chaleur. C'est un échange qui est irréversible et qui a lieu toujours de la source chaude vers la source froide. Donc cela ne se fera jamais dans l'autre sens. Ensuite, un transfert thermique, ce n'est pas instantané. Et donc, pour évaluer cette vitesse, eh bien, nous allons utiliser la notion de flux thermique. Donc, le flux thermique, que l'on note phi, est une puissance qui va traduire la vitesse du transfert thermique et va se définir par la relation phi égale Q sur delta T. Avec donc Q qui est donc le transfert thermique pendant le temps delta T qui va s'exprimer en joules, delta T donc la durée du transfert thermique en secondes, et enfin le flux qui va s'exprimer en watts, puisque des joules divisés par des secondes, c'est l'équivalent à une puissance, donc à des watts. Alors, nous allons voir à présent les différents types de transferts thermiques qui existent. Il peut se faire donc de trois façons. Là, nous avons regroupé les trois types de transferts qui existent, à savoir tout d'abord par conduction. Donc l'énergie thermique se transmet de proche en proche, mais sans déplacement de matière. Ça se fait essentiellement dans les solides. Deuxième façon, c'est par convection. Alors là, c'est surtout dans les fluides. Là, vous voyez par exemple les courants convectifs avec ces flèches bleues ici et rouges ici. Alors ça se fait surtout dans les fluides comme par exemple les liquides ou les gaz. Et là, l'énergie thermique se transmet avec déplacement de matière. Un mouvement d'air ou un mouvement de liquide par exemple. Et enfin par rayonnement thermique. Donc là, l'énergie thermique se transmet par un rayonnement électromagnétique. Donc là, contrairement aux autres, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un milieu matériel puisque les rayonnements électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. Remarque, il est plutôt rare qu'un transfert thermique ne concerne qu'un seul de ces transferts-là. Très souvent, il y a les deux, voire les trois qui peuvent rentrer en jeu. Tout dépend de la situation, bien sûr. Dans votre livre, vous aviez, page 330, eh bien, ce tableau que je vous ai repris et qui reprend donc les trois modes de transfert thermique, quels sont dans quel milieu de propagation cela se fait, et enfin, comment agit ce transfert. Alors, nous allons faire l'exercice numéro 2, page 334. Vous mettez sur pause et on corrige juste après. Alors, on vous dit qu'un jour d'été très chaud, la température de l'eau du lac de Lacanau est de 23 degrés, la température de l'air est de 30 degrés et enfin celle du sable à 25 degrés. Et on vous demande dans un premier temps d'identifier le mode de transfert thermique principal entre l'eau et le soleil, puis entre l'eau et le sable et enfin entre l'eau et l'air. Et on vous demande également d'indiquer le sens de ces transferts et donc leur signe si on dit que le système étudié est l'eau du lac. Donc en fait, j'ai répondu à ces deux questions par un tableau. Alors, pour le transfert thermique entre l'eau et le soleil, le mode de transfert thermique principal ici, c'est le rayonnement, c'est les rayons du soleil qui vont chauffer l'eau. Puisque le système étudié est le lac, c'est bien le lac qui reçoit le transfert thermique. Donc, du coup, pour le système, c'est-à-dire l'eau, eh bien, il est positif puisqu'il le reçoit. Pour l'eau et le sable, alors on regarde les températures, on voit que le sable est plus chaud que l'eau. Donc ici, le mode de transfert principal, c'est la conduction, puisqu'il faut qu'il y ait contact entre les deux surfaces. Et puisque l'eau est à une température plus faible, c'est le sable qui va chauffer l'eau. Donc là encore, le signe du transfert thermique pour l'eau est positif. Et enfin, pour le transfert thermique entre l'eau et l'air, puisqu'ici j'ai un liquide et ici un gaz, eh bien ça se fera plutôt par convection.
la température de l'eau étant plus faible que celle de l'air, eh bien c'est l'air qui va fournir le transfert thermique, donc la chaleur à l'eau, et donc le signe pour l'eau sera à nouveau positif. Allez, vous me faites l'exercice numéro 13, page 335, et vous mettez sur pause. Alors, on vous dit qu'une tasse de café est réchauffée dans un four à micro-ondes. On vous demande de schématiser la situation en faisant apparaître tous les flux thermiques échangés entre le système qui est la tasse contenant le café avec le milieu extérieur. Donc le milieu extérieur, ça comprend le four et ça comprend l'air qu'il y a à l'intérieur du four. Donc représentons cette situation. Tout d'abord, le système qui est donc le café avec sa tasse et puis le four. Eh bien, le four, puisque c'est un four à micro-ondes, eh bien, il va envoyer des rayonnements électromagnétiques au système. Donc, on a ici un flux radiatif, c'est-à-dire un transfert thermique par rayonnement. Et puis enfin, vous avez l'air à l'intérieur du four qui, lui, au contraire, va être chauffé par le système lorsqu'il sera lui-même chauffé par le four, par un flux convectif. Donc ici, c'est le système tasse et café qui est donc chaud, qui va donner de l'énergie thermique à l'air intérieur du four grâce à un transfert thermique par convection, puisque eh bien, ici, vous avez un gaz, donc un fluide, et le liquide va chauffer donc le fluide. La tasse va y participer aussi également. Alors, petite remarque, nous allons négliger ici le flux qui va être renvoyé par le système et le flux qui va être rayonné par l'air ambiant. Alors, on passe à la question numéro 2. On vous demande d'identifier le fluide qui échange de l'énergie par convection avec le système. Bien, on en a parlé, donc c'est donc l'air environnant qui échange par transfert convectif avec le système qui est la tasse avec le café. Enfin, troisième question, on vous demande d'effectuer le bilan d'énergie pour ce système incompressible, donc le système c'est lui, puis de comparer les flux mis en jeu. Le système reçoit de l'énergie par rayonnement, donc ça veut dire que le transfert thermique qui a lieu par rayonnement est positif. La température, elle, du système devient alors supérieure à la température de l'air ambiant. Donc ici, cette température devient supérieure à celle qui est à l'intérieur du four. Donc l'énergie qui est perdue par le système parce qu'elle va donner un transfert thermique avec l'air extérieur, eh bien, ce transfert thermique, Q convection, donc, est négatif. Donc ici, dans ce sens-là, c'est positif, et dans ce sens-là, c'est négatif. Et donc, si on applique le premier principe de la thermodynamique, qui nous dit que la variation d'énergie interne du système est égale à la somme des travaux plus des transferts thermiques, eh bien ici, puisqu'on n'a pas de travaux, ce sont ces deux transferts-là, Q rayonnement plus Q convection, c'est-à-dire ce transfert thermique ici plus celui-ci. Et comme le système se réchauffe, eh bien ça veut dire que le delta U reste positif, donc ça veut dire que cette somme est positive, et donc si elle est positive, ça veut dire que la chaleur fournie par le rayonnement sera supérieure à celle, en valeur absolue bien sûr, cédée par convection à l'air intérieur du four. Et donc, si on le transmet au flux, puisque le flux c'est Q sur delta T, eh bien j'aurai exactement le même type de relation, c'est-à-dire le flux donc par rayonnement sera supérieur en valeur absolue au flux par convection. Alors nous allons parler de la résistance thermique d'un matériau. Eh bien, tout comme la résistance électrique, la résistance thermique va traduire la capacité d'un matériau à ne pas laisser passer l'énergie thermique. Et donc, elle va dépendre du matériau, de son épaisseur, entre autres. Par exemple, pour isoler thermiquement une maison, eh bien, on peut utiliser de la laine de roche parce que c'est un matériau qui possède une grande résistance thermique.
et donc qui va s'opposer au transfert thermique entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Ainsi, le flux thermique qui existe entre la maison et l'extérieur, eh bien du coup, sera faible puisque la résistance thermique est importante. Alors la résistance thermique d'une paroi, elle se calcule à partir du flux qui va traverser par conduction et de la différence de température entre les deux surfaces donc de la paroi. Et on utilise cette expression, à savoir résistance donc thermique est égale à la variation de température entre les deux parois divisée par le flux. Donc par exemple ici, vous avez donc ces deux parois ici, et puis la température de ce côté-là est supérieure à celle-ci. Donc le flux se faisant toujours de la source chaude vers la source froide va aller dans ce sens-là. Et donc on va pouvoir par exemple faire ce type de calcul. Avec delta T, donc la différence de température entre les deux parois, ça sera toujours quelque chose de positif, hein, toujours température chaude moins température froide, divisé par le flux thermique, on l'avait déjà mentionné tout à l'heure, qui s'exprime en watts. Et donc la résistance, puisque j'ai des Kelvin divisé par des watts, ça me fera des Kelvin watt moins 1. Allez, vous me faites l'exercice numéro 4, page 334, qui reprend cette notion. Alors, on vous dit qu'en été, un flux thermique s'effectue à travers le pare-brise, qui sépare l'habitacle de la voiture de l'air intérieur par rapport à l'air extérieur. On vous donne ici sur la petite photo la température de l'air intérieur et la température de l'air extérieur. La première question, c'est de déterminer le sens du flux thermique à travers le pare-brise. Nous avons vu que le flux thermique se fait toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc ici, eh bien, il se fera depuis l'extérieur vers l'intérieur de la voiture. Alors, deuxième question, on vous demande de calculer ce flux et on vous rappelle ici que le flux, c'est donc la variation de température corps chaud moins corps froid sur la résistance thermique. Et la résistance thermique, ici, on vous l'exprime en degrés Celsius par watt. Donc, ça veut dire que les températures ici, on va les exprimer en degrés Celsius. Et donc, on applique la relation, ce qui nous donne, avec deux chiffres significatifs, 6,0, 10 puissance 3 watts. Allez, vous me faites l'exercice 5, page 334, mettez sur pause. Alors ici, on vous dit que le flux thermique à travers le mur d'une habitation vaut 30 watts, que la température intérieure vaut 19 degrés et celle extérieure 10 degrés. Donc on vous demande de schématiser la situation en faisant apparaître phi. Phi, on le fait toujours apparaître par une flèche, toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc ici, le schéma de la situation, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'ici on a 19 degrés et ici 10 degrés. Donc le flux va être symbolisé par cette flèche dans ce sens. Et enfin, on vous demande de calculer la résistance thermique, donc de ce mur, connaissant donc le flux et la variation de température. Donc là, on applique vraiment la relation que nous avions vue précédemment, à savoir variation de température corps chaud moins corps froid, donc ici température intérieure moins température extérieure, sur le flux. Je divise ici des degrés Celsius, parce que degrés Celsius moins degrés Celsius, ça fait au numérateur des degrés Celsius, divisé par des watts, et donc j'obtiens des degrés Celsius watts moins 1, et je trouve 0,30. Allez, nous allons voir la dernière partie, qui est la loi thermique de Newton. Alors tout d'abord, on va avoir besoin de la notion de thermostat. Qu'est-ce qu'on appelle un thermostat? C'est un objet ou un environnement dont la température reste constante. On va la considérer comme toujours constante. Alors, petite remarque, le milieu extérieur peut souvent jouer le rôle de thermostat pour le système étudié, comme de l'air par exemple. Et Newton avait remarqué qu'un objet se refroidissait d'autant plus rapidement que la température entre ce corps et l'extérieur était importante. Alors justement,
il a élaboré la loi thermique qui traduit les échanges thermiques entre un système qui est solide et un thermostat à travers une paroi, la paroi du système, de surface grand S, et qui s'exprime ainsi. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas à connaître par cœur cette relation, elle vous sera systématiquement communiquée. Alors, soit en écrivant flux, soit en écrivant variation de température, bon, peu importe, mais voici ce que ça représente. Donc, ici, on a le flux thermique à travers la paroi en watts. H est une constante qu'on appelle le coefficient de transfert thermique. En watts, mètre moins 2, Kelvin moins 1. S représente la surface d'échange de la paroi, donc du système. Et enfin, température du thermostat moins température de la surface du système. Donc c'est la différence de température, mais vraiment entre le thermostat, bon, qui a une température constante, et ici ça représente la température de la surface du système, pas forcément de l'intérieur du système. Donc que l'on peut exprimer en Kelvin ou en degrés Celsius, puisque de toute façon nous faisons une soustraction entre les deux, donc la valeur sera la même. Alors nous allons ici étudier l'évolution de la température d'un système qui est au contact avec un thermostat. Prenons un exemple. Voici ce café dans cette tasse, mais qui est trop chaud. La température idéale d'extraction pour la réalisation d'un café expresso, elle est de 85 degrés. Donc, à peine arrivé dans ma tasse, le café est à 85 degrés. Or, les experts nous conseillent une dégustation du café à 65 degrés. Et donc, la question est, eh bien, combien doit-on attendre pour faire refroidir le café et pouvoir le boire à 65 degrés. Alors voici la méthode pour trouver l'évolution de la température du café au cours du temps. Et cette méthode, il faudra toujours la suivre parfaitement. Elle se décompose en 6 points. Alors allons-y. Premier point, on écrit le système étudié. Donc ici, c'est le café à l'intérieur de la tasse, qui est à une température initiale de 85 degrés dans notre cas. Attention, ici le système c'est juste le café, c'est-à-dire l'eau on va dire, on ne prend pas en compte la tasse par exemple. Ensuite, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique, donc variation de l'énergie interne égale W plus Q. Donc ici il n'y a pas de travail, donc delta U est égal uniquement à Q, donc aux échanges de chaleur qui peut se produire entre le café et l'extérieur. Alors on va considérer que pour un temps assez court, Q, on l'a vu, c'était égal à phi fois delta T. Phi le flux fois donc une variation de temps delta T. Ensuite, on va appliquer la loi thermique de Newton, celle que nous venons de voir juste auparavant. Donc on la réécrit, là aussi, ne vous inquiétez pas, elle vous sera communiquée. Donc ce flux phi ici, que je vais remettre ici, eh bien, est égal à ceci. Température du thermostat, ça veut dire ici température de l'air extérieur, moins température, ici T représente la température du café. Et le thermostat étant l'air extérieur, eh bien, je vous l'ai dit, cette température est considérée comme constante au cours du temps. Le système, à savoir l'eau ici, est un système incompressible. Sa température évolue. Donc, nous avions vu dans le chapitre précédent que l'expression pouvait s'écrire delta U égale masse fois capacité thermique massique fois variation de température. Eh bien, on va compiler toutes ces équations. On va réécrire que delta U, c'est mc delta T, qui est égal à Q. Oui, mais Q, c'est phi fois delta T, or phi, c'est égal à ceci. Et donc, le but ici, c'est de ne faire apparaître que deux variables. Uniquement la température de mon corps, de mon système, à savoir donc du café, et le temps, pour connaître l'évolution de la température au cours du temps. Donc, on compile toutes ces équations.
et on obtient ceci. Donc là maintenant, il n'y a plus que 2 variables. Toutes les autres sont considérées comme étant constantes. Donc ici, la variable de la température et le temps. Alors si j'écris delta T sur, delta température sur delta temps, je fais passer le reste de l'autre côté, j'obtiens ceci. Bien. Donc ma variable, n'oubliez pas, c'est la température et le temps. Donc si maintenant, puisque toutes les autres grandeurs sont des constantes, je vais développer ici et j'obtiens ceci. Donc j'ai mis en orange tout ce qui varie. Tout le reste, ce sont des constantes. Et si delta t tend vers 0, c'est-à-dire si on prend une toute petite variation de temps, eh bien alors les variations de delta t sont notées plutôt dt. On va pouvoir dire plutôt qu'on travaille sur la dérivée de la température par rapport au temps. Donc delta t, delta température sur delta temps devient dérivée de la température par rapport au temps. Et donc je vais réécrire cette équation, mais en parlant de la dérivée. Donc j'obtiens ceci. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Une fois de plus, vous reconnaissez l'équation différentielle vérifiée par la température du système, à savoir la dérivée de la température est égale à une constante fois la température plus une autre constante. Et donc enfin, dernier point, nous allons trouver les solutions de cette équation différentielle. Ce n'est pas la première fois que vous voyez ce type d'équation. Je vous rappelle que c'est ce type-là, en mathématiques, donc dérivée de la fonction est égale à constante fois la fonction plus b, et la solution, elle est de ce type-là. Donc ici, par analogie, nous allons pouvoir déterminer A et B. Déjà, alors on y va. Donc on va pouvoir écrire que la solution, elle est de ce type-là. Attention, pour nous, Y, c'est la température, et X, c'est le temps. Ensuite, analysons ceci et ceci. Vous reconnaissez ici que A, c'est tout ce terme-là. Donc, petit a égale moins hs sur mc. B, c'est au contraire tout ce terme-là, et qui est positif. Donc, B est égal à ceci. Donc, maintenant, la solution, n'oubliez pas, Y pour nous, c'est la température. La solution va pouvoir s'écrire comme ceci, et on va remplacer A et B par leurs expressions. Alors, si vous regardez bien, B et A, ils sont c'est presque la même chose, sauf que pour B, ici, j'ai été TH qui apparaît et j'ai un signe négatif. Donc, quand je vais faire ça divisé par ceci, ça me fait tout simplement, il me reste le moins B sur A, il me reste juste température de thermostat. Donc, je vais pouvoir écrire que la température, ça sera égal à K exponentielle de petit a, c'est tout ça, fois le temps, plus TH. Et donc, on va pouvoir déterminer maintenant K avec les conditions initiales. Les conditions initiales étaient que, au temps T égale à 0, la température du café qui venait juste d'être préparé était à une température que j'ai notée TI à 85 degrés. Donc, on va pouvoir l'écrire. Température initiale est égale à K fois, je remplace le temps par 0, donc exponentielle de 0, et puis on avait dit que tout ce terme-là, c'était température du thermostat, donc plus température du thermostat. Vous savez que l'exponentielle de 0, ça fait 1, et donc on en déduit que K est égal à TI moins TH. Et donc je vais pouvoir maintenant la rebasculer là-dedans, et donc on obtient que la température est égale à une constante, TI moins TH, multiplié par l'exponentielle de A fois T, plus la température du thermostat. Avec petit a, je l'ai écrit ici, je ne l'ai pas développé ici pour essayer de ne pas alourdir l'équation. On peut faire apparaître ce qu'on appelle la constante de temps caractéristique taux, qu'on a déjà vu aussi dans d'autres chapitres, comme récemment dans le circuit RC, et donc qui est égal à moins 1 sur A pour avoir l'écriture de exponentielle de moins T sur taux
qui rappelle un petit peu l'expression que nous connaissons bien. Voilà, on peut l'écrire donc aussi comme ça, c'est possible. Alors, voici les courbes, parce que cette température, en fonction du temps, voici les courbes que l'on a en fonction si TI moins TH est positif ou TI moins TH est négatif. C'est-à-dire que si la température du thermostat, c'est-à-dire de l'air environnant, est plus élevée ou moins élevée que le café. Alors, vous voyez qu'ici, au contraire, j'ai une température de l'air qui est plus faible que ma température initiale, donc mon café va refroidir. Alors, pour pouvoir répondre à la question de tout à l'heure, c'était au bout de combien de temps mon café, je vais pouvoir le boire. Rappelez-vous, si ma température ici initiale est de 85 degrés, on me dit qu'il faut le boire à 65 degrés, donc là évidemment j'ai pas de valeur, mais sinon vous reportez votre valeur ici à 65 degrés, vous reportez au niveau du temps, et vous lisez le temps donc de refroidissement pour passer de 85 degrés à 65 degrés. Si au contraire votre système se réchauffe à cause de leur environnement, vous aurez cette courbe ici. Là encore, il suffit donc de travailler après sur la courbe pour pouvoir lire des valeurs de temps ou de température. Alors, nous allons faire cet exercice. Vous mettez sur pause et on le corrige juste après. Alors, on vous dit qu'à la sortie du four, un gâteau avec son moule est à une température de 180 degrés Celsius. Donc, le système ici, c'est le gâteau avec le moule. Et on le laisse à la température ambiante extérieure qui est de 20 degrés Celsius. Et on vous dit bien ici que cette température est constante, donc elle constitue un thermostat. L'équation différentielle qui est vérifiée par la température du système, donc par la température ici de tout ça, on vous la donne, elle vaut ceci. Donc variation de la température, dérivée de la température par rapport au temps, c'est une constante multipliée par la variation donc de la température du système par rapport à la température donc de l'extérieur. On vous dit que dans cette relation, petit a est une constante négative, donc qui dépend du système et du fluide étudié. Alors, première question, c'est de montrer qu'en résolvant l'équation différentielle, on obtient θ qui est égal à ceci. Donc en fait là, ici, on vous la donne, cette équation différentielle. Vous voyez que c'est une équation différentielle puisque la seule variable, c'est θ. On a la dérivée de θ et θ. Donc, on y va. Vous savez que cette équation, elle est de cette forme-là. On va la modifier pour qu'elle soit de cette forme-là. Quand on a une équation de cette forme, les solutions sont toujours de ce type-là. Donc, si on écrit que la dérivée de θ par rapport au temps, donc ça correspond ici à y', est égale à a fois θ, donc ici, ici c'est le même mot, moins a θe, donc ça c'est b, alors on va pouvoir écrire l'expression donc de la solution avec cette forme-là. Ici, j'ai réécrit l'expression donc de la solution en remplaçant moins b sur a par donc les valeurs et on trouve θe. Alors maintenant, il va falloir déterminer k. Vous savez que k, on ne peut le déterminer qu'avec les conditions initiales. Donc ici, on sait qu'à t égale à 0, la température du système valait θi. Donc j'écris que la température donc à t égale à 0, c'est-à-dire θi, est égale à k fois exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 plus θe. Donc on obtient ceci et donc k est égal à θi moins θe. Donc maintenant, la solution, en remplaçant ceci dans cette expression, elle s'écrit comme cela. Donc je retrouve bien cette équation-là. Deuxième question, quelle sera donc la température du gâteau 1 heure après sa sortie du four? Donc ici, on connaît le temps, 1 heure. Donc si je remplace ici t par 1 heure, je vais pouvoir calculer la température du gâteau.
c'est ce qu'on fait. Là, il suffit de remplacer toutes les valeurs, hein. Donc, petit a, on vous le donne ici en bas. Température initiale 180, température du thermostat extérieur, donc 20 degrés. N'oubliez pas de convertir le temps en secondes. Donc, 1 heure, c'est 3600 secondes. Et on obtient avec deux chiffres significatifs, eh bien, une température de 61 degrés. Donc, au bout d'une heure, eh bien, le gâteau est passé de 180 degrés à 61 degrés Celsius. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Attention, il faut vraiment vous entraîner pour refaire la démonstration du cours. Il faut que ce soit fluide. Il faut le refaire plusieurs fois pour arriver à établir l'équation différentielle de la température d'un système par rapport au temps, pour connaître donc l'évolution de cette température lorsque on a un système incompressible qui se trouve dans un thermostat. Voilà, n'hésitez pas à noter vos questions. À très bientôt!